Bonjour commissaire Hubert Marty. Bonjour Stéphanie, bonjour. J'ai lu votre livre qui s'intitule Hubert Marty face à l'état profond, 10 ans au RG de Mitterrand à Sarkozy. Oui. Votre vie est romanesque. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez été commissaire au sein des RG pendant 23 ans. Ah non, j'étais commissaire, au total de la carrière j'ai 23 ans, mais au RG je suis resté une petite dizaine d'années. C'est déjà pas mal. Et surtout que j'ai eu des postes très intéressants, c'est ça qui compte. Ah oui, Ah oui, parce que selon que vous êtes dans à la direction centrale ou à la direction régionale ou numéro 2 ou 3 dans par exemple à Marseille ou à Lyon, alors que moi j'étais le responsable de mes services, c'est-à-dire que ce soit au Havre où j'ai démarré ma carrière 3 ans et demi ou dans la Nièvre où j'étais directeur départemental, je n'avais pas de supérieur là où j'étais. Mes directeurs, ils étaient à la région, donc j'avais une grande autonomie de travail, énorme autonomie. Et comme j'explique, donc les RG à l'époque étaient un service de renseignement intérieur qui agissait avec une très grande liberté. C'est-à-dire que dans la police, vous savez, le temps de la police, c'est sur trois temps. Il y a avant, pendant, après. Donc avant, c'est le renseignement. Pendant, c'est l'action que vous voyez de la police de la sécurité publique, à l'époque on appelait les polices urbaines, c'est la police au quotidien qui réprime les crimes, les délits, les contraventions et qui est chargée de faire appliquer l'ordre public. Et après, dans l'avenir, ce sont les enquêtes. Et dans les enquêtes, vous avez les enquêtes judiciaires qui est l'objectif c'est le travail de la police judiciaire, ou de la DST, ou de la DGSI maintenant en matière d'espionnage ou de contre-ingérence. Et avant, vous avez tout le travail de renseignement qui est fait en amont pour essayer d'informer tous ces services de ce qui va se passer. Voilà. Et les RG avaient alors, nous n'avions pas de pouvoir judiciaire, sauf en matière de course et jeux. On n'était pas OPJ habilité. Moi, j'avais la qualité d'OPJ. Tous les commissaires sont de police judiciaire. Mais pour exercer votre compétence, vous devez avoir un agrément du parquet général, qui vous permet d'exercer vos fonctions d'OPJ. Nous ne l'avions qu'en matière de courses et jeux, à l'époque où les RG avaient les courses et jeux. Maintenant, les courses et jeux ont été rattachés à la police judiciaire. Mais si nous n'avions pas de pouvoir coercitif, c'est-à-dire d'interroger les gens selon les formes du code de procédure pénale, de faire des perquisitions, d'interroger, voilà. Si nous n'avions pas tout ce pouvoir coercitif, nous avions une grande liberté pour rencontrer des témoins, des informateurs, des gens qui avaient des choses à nous transmettre, des informations à nous donner. Alors ça pouvait être, comme je l'explique dans mon livre, en matière politique, économique, sociale, les gens qui nous expliquent l'état d'esprit dans une entreprise, qui nous expliquent qu'il va y avoir une manifestation, l'état d'esprit chez les routiers, chez les dockers, chez les agriculteurs, ça c'est l'information ouverte ou en zone grise. Et ensuite, on avait des informations en milieu fermé, en zone noire, comme j'explique, en matière de terrorisme ou de milieux très fermés, style groupuscule d'action, style secte. Je ne développe pas non plus les sectes, mais les RG s'occupaient aussi de tout ce qui était mouvement sectaire ou religieux marginaux. Donc l'amplitude des RG était très très importante. Ce qui fait que quand ils ont été supprimés, je le mets en page 4 en 2008 par Sarkozy, c'était parce que d'une façon générale, les RG savaient trop de choses sur tous les hommes politiques. Et ensuite, il y avait eu Yves Bertrand qui était resté 12 ans au RG et qui en avait fait un peu un instrument personnel et qui avait trop de dossiers sur les hommes politiques, notamment Sarkozy et son entourage. C'est pour ça qu'il a été marginalisé et que, je l'explique dans mon livre, que j'ai fait l'objet aussi d'une purge où le clan Sarkozy a tout fait pour écarter les Chiraciens quand ils sont arrivés en 2002. Voilà. On va y revenir d'ailleurs, effectivement, vous avez fait l'objet d'une mort sociale ou professionnelle. Et effectivement, votre directeur était le controversé chiracien Yves Bertrand, et c'était votre directeur de 1992 à 2004. Mais on va y revenir. Tout d'abord, vous étiez quand même ce qu'on appelle un bon élève. Vous êtes passé par Sciences Po, à l'ENA, l'École nationale de la magistrature. Oui, exactement. Et vous êtes sorti major de la 35e promotion des commissaires de police. Promotion Antoine Becker.
Oui, Antoine Becker, dont je parle au débarrage, j'explique qui était Antoine Becker. C'était un commissaire qui était un résistant dans l'âme, il était resté en poste, mais il a été dénoncé par la Gestapo, donc il a été tué alors qu'il était transféré dans un camp de concentration. Chaque promotion de commissaire choisit son nom. Il y a un débat. Bon, moi j'ai vu qu'actuellement, par exemple, ils ont donné le nom de la promotion Martine Monteil, qui est toujours en vie, l'ancienne directrice de la PJ de Paris. Bon, chaque promotion choisit son nom. Et nous, à cette époque-là, bon, on est encore dans les années 80, quand même, on est encore marqué par la guerre, la résistance. Donc on a pris ce commissaire Becker, qui a eu un itinéraire assez tragique. J'y pensais quand moi-même j'étais interrogé par les bœufs carottes. Plus tard, je me suis dit, je me suis trouvé un petit peu dans la situation de Becker. Bon, c'était pas à les mains de la Gestapo, c'était le service de contrôle de la police, dont je parle longuement dans mon démarrage de livre, parce que j'explique que l'IGPN qui doit exister, parce que, excusez-moi, la police des polices. C'est la police des polices. Hélas, tous les policiers ne sont pas droits, honnêtes et consciencieux. Il y a beaucoup de dérives, mais comme je le dis, les policiers sont quand même très surveillés par leurs collègues, par les supérieurs, par les magistrats, par les élus, par les journalistes. Et donc les gens globalement qui sont malhonnêtes ou qui font des faux ou qui n'ont rien à faire dans la police, normalement on les détecte assez vite. Bon. Mais parfois j'explique que l'IGPN sert à éliminer des gens pour des raisons politiques, ce qui m'est arrivé à moi et ce qui arrive à d'autres policiers, comme récemment par exemple Alexandre Langlois, qui est un syndicaliste policier qui a été exclu après un procès en sorcellerie. La police est tellement politique, elle est tellement proche du pouvoir que quand le pouvoir sent qu'il y a en son sein des éléments qui la contestent, qui peut être dangereux pour sa survie politique, ben, ils sont l'objet d'une machination, comme moi je l'ai été en 2005-2006. Je raconte ça dans mon livre. Absolument. Des polices, on la doit à Pierre Jox. En 1986. Ah non, non, elle est très ancienne, la police. Ah mais non, mais l'IGPN existe depuis tout le temps. On doit une éthique. Mais alors voilà, ce qu'on doit à Pierre Jox, c'est le code de déontologie. C'est ça. Le code de déontologie qui a été publié en mars 86, 2-3 jours avant les élections de mars 86. Jox, qui était un grand ministre de l'Intérieur, bon, certes proche de Mitterrand, mais il avait une éthique de la police, et avec lui on a professionnalisé le métier. Que ça soit, c'est lui qui a fait décoller la police technique et scientifique avec un grand flic qui s'appelait Jacques Gential. Il a fait décoller la PTS, et aussi il a mené une éthique dans toute la police, parce que quand il est arrivé ministre en 84, il s'est heurté, il a rencontré, comme moi je l'ai rencontré dans mon terrain, une police parallèle qui s'appelait le SAC. Le service d'action civique, dont je parle dans mon livre, qui a été complètement mêlé à l'assassinat du ministre Robert Boulin. Donc, quand Jox arrive au ministère, il arrive avec son éthique rigide. C'est un protestant assez froid, qui est le fils de Louis Jox, le ministre du général de Gaulle, qui a une certaine éthique de comportement. Donc, il fait en sorte que la police travaille selon des règles bien établies. Et ce code de déontologie, pour moi, était un grand progrès. Parce que quand vous arrivez après l'école, que vous soyez gardien de la paix, officier, commissaire, vous avez certes une formation, mais quand vous arrivez, tout va dépendre de votre éducation, de votre culture, de l'école, des écoles que vous avez fréquentées. Moi, j'avais eu la chance d'être formé à Sciences Po Paris dans les années 70, dont je parle. Normalement, j'aurais dû réussir l'ENA, c'était ma voie, parce que quand on est brillant à la section service public, puis j'ai passé ma licence, ma maîtrise de droit à la Sorbonne, normalement, j'aurais dû réussir l'ENA. Bon, ça, c'est pas fait. Vous aviez passé les 2 séries d'oraux en même temps, ce qui est oui, en fait. Voilà, j'ai commis le tort de présenter et la magistrature et l'ENA. C'est deux concours difficiles avec des programmes très chargés. Bon, et c'est quelque part, c'est ma destinée, parce que je voulais être au ministère de l'Intérieur. C'était votre passion, le ministère de l'Intérieur. C'était ma passion, et finalement, j'ai
regretté aussi. J'avais deux passions, l'intérieur et les affaires étrangères. Quand on a réussi les écrits de l'ENA, on pouvait passer un simple oral pour être secrétaire des affaires étrangères. Hein. Donc j'aurais pu le passer pour être secrétaire adjoint. J'aurais fini sans doute ambassadeur, un métier qui est passionnant aussi. Mais finalement, mon destin a voulu que je sois commissaire et que j'aille au RG et que je tombe sur des affaires politico-mafieuses par passion et puis par curiosité, parce que moi j'ai une grande curiosité personnelle. Et quand je suis arrivé au RG, je me suis dit c'est fabuleux, parce que moi qui aime les archives, qui aime l'histoire, je me suis trouvé avec une masse d'archives. Je parle de ce qu'étaient les fichiers au RG, c'était impressionnant, et ces fichiers, ils étaient actualisés en permanence par l'activité quotidienne du service, et nous y travaillions aussi. C'était l'intérêt du métier. On était en contact avec des journalistes, donc on avait beaucoup accès aux informations ouvertes, mais en même temps nous avions la masse des informateurs qui venaient nous voir, nous renseigner, ce qui fait que le scope, le champ d'information, il était vraiment énorme. Et quand on voulait vraiment travailler, c'était du non-stop, hein, le renseignement, ça ne s'arrête jamais. Pour en revenir à Sciences Po, vous y étiez avant l'ère Richard Decoing, cette bien sûr. étrange personnage, vous avez connu un grand professeur, notamment Jean-Claude Casanova. Oui, le professeur d'économie Jean-Claude Casanova. Alors, Casanova a repris la chaire d'économie de Raymond Barre, qui venait d'être nommé Premier ministre. Donc moi, j'arrive à Sciences Po Paris en septembre 1976. Chirac a démissionné le 25 août 1976. Giscard a nommé Raymond Barre, et au pied levé, nous avions encore des cours où il y avait marqué Raymond Barre, et on mettrait Raymond Barre, maintenant absent parce qu'il est Premier ministre, et remplacé par Jean-Claude Casanova, un membre éminent du siècle, un des hommes, je dirais, les plus influents quelque part de l'état profond, parce qu'on va parler aussi de l'état profond. Qu'est-ce que c'est que l'état profond? C'est important. Et j'ai connu donc, outre Casanova, mais des grands professeurs, Georges Vedel, René Raymond, Bernard Tricot, Guy Brébant, et puis ensuite Jacques Rigaud, qui était le bras droit de Jacques Duhamel au ministère de la Culture, Jacques Rigaud qui était le PDG de RTL, des hommes d'une solidité, d'une culture énorme, qui ont formé des générations de hauts fonctionnaires ou d'hommes politiques français. Et dans ma promotion, j'avais effectivement Richard Decoing, qui n'était pas encore directeur de Sciences Po, qui était un des brillants élèves, et on avait vraiment compris rapidement son orientation sexuelle à l'époque. On savait qu'il était homosexuel, et à l'époque, c'était... d'être homo, c'était le must dans le milieu culturel et politique français. Et puis ça nous a donné un Macron, parce que clairement, quand on voit Richard Decoing il y a 30-40 ans, il y a des grandes ressemblances avec le président Macron actuel. Hein, on voit voilà. Et vous avez eu comme maître de conférence en économie un certain François Hollande. Alors là, vraiment... Je n'aurais pas imaginé qu'il serait président de la République. Jamais. C'est vrai que... alors, j'avais réussi mon diplôme de Sciences Po. Je m'inscris en préparation à l'ENA, parce que une fois qu'on avait fini le diplôme, ceux qui partaient dans le privé, dans les banques, dans les grandes boîtes, et ceux qui voulaient préparer l'ENA, il y avait une année de préparation à l'ENA. Et là, en économie, dans ma conférence, j'ai un jeune conseiller à la Cour des comptes qui s'appelle François Hollande, et qui arrive, je m'en souviendrai toujours, les conférences avec François Hollande, c'était comique, franchement c'était un type très attachant, parce que il arrivait toujours un peu à l'ouest. Je crois que c'est un personnage un peu lunaire. Il nous commençait à faire des cours d'économie, l'économie publique, etc. Et puis tout de suite, il aimait dériver sur la politique, parce que il était à l'époque, il venait d'être à la Cour des comptes, où était Chirac, qui était la Cour des comptes, et il allait s'implanter en Corrèze pour être candidat contre Chirac. Donc nous étions en 81,
On était en pleine campagne présidentielle. Lui, donc faire des cours d'économie, c'était une façon d'avoir contact encore avec Sciences Po, et puis de nous dire, vous voyez, je prépare ma campagne, j'espère aller sur les terres de Chirac pour porter les couleurs du PS, etc. Et alors il était tellement pris dans sa campagne électorale que souvent il oubliait nos copies, ou il oubliait ses cours. Où est-ce que j'ai mis les copies que j'ai corrigées? Je vous les amènerai la semaine prochaine, etc. Voilà. Donc c'était déjà un personnage lunaire. Il avait déjà ses 4 enfants? Je crois pas qu'il avait les 4 là. Il devait en avoir qu'un ou 2 à l'époque avec Ségolène. Mais je dirais, bon, moi je l'explique, j'étais gaulliste, j'étais pas socialiste, mais si j'avais été jeune étudiant socialiste, je me serais accroché à Hollande et j'aurais peut-être fait une bonne carrière lorsqu'il a été élu président. Mais à l'époque, personne ne pouvait imaginer que ce gars-là soit un jour élu président de la République, parce que il avait un côté un peu excentrique, un côté un peu joueur. On se demandait s'il se prenait au sérieux. Hein. C'était ça. Hein. Il était engagé à fond. Et il y avait un côté un peu Paris, parce que souvenons-nous quand même en 81, au début, tout le monde pensait que Giscard allait être élu. Et il a été battu notamment avec l'affaire des diamants, dont je parle un peu dans mon livre. Les diamants de Bocassa. Une affaire qui était sortie par Roger Delpé, dont je parle dans mon livre, parce que Roger Delpé, j'ai eu la chance de le connaître les 2 dernières années de sa vie. Voilà. Alors on est allé très loin, mais Sciences Po, il y avait des personnages, effectivement, qui étaient haut en couleur, dont François Hollande. Oui, oui. Donc vous avez été en poste au Havre, puis dans la Nièvre, fin 88. Oui. Vous avez été conseiller du directeur de la police nationale au Gabon. Oui. Chapeau. Oui. Et puis vous avez été aussi affecté au sein du secrétariat général de la Défense nationale. Oui. Le S. Alors à l'époque c'était le SGDN, maintenant c'est le SGDSN, secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Les Français ont imité un peu le système américain où on parle beaucoup de sécurité nationale. Avant, en France, il y a 30-40 ans, on n'avait pas trop développé le concept de sécurité nationale. Donc on était secrétaire général de la Défense nationale. On a rajouté sécurité nationale parce que c'est un concept anglo-saxon qui fait que on doit s'occuper de la sécurité nationale à tous les niveaux, donc sécurité alimentaire, énergétique, informatique, sauvegarde des infrastructures critiques, etc. Voilà. Mais dans le livre, ce premier tome, parce que c'est tome 1, et j'ai prévu un tome 2, voire un tome 3. Avec des affaires. Avec des affaires, oui, des affaires assez croustillantes, mais déjà on va pouvoir parler du 1 surtout. Le concept de sécurité nationale est quelque chose qui était novateur dans le système français. Et on a mis ça surtout avec le développement de l'intelligence économique. C'est surtout le développement de la protection des informations de nos entreprises, grandes, petites et moyennes, qui a fait qu'on a mis l'accent sur le système de sécurité nationale. Voilà. Alors, j'ouvre beaucoup de portes dans mon livre, j'essaye d'en refermer certaines, mais pas toutes, puisque le champ est vaste. Et je dirais que ce livre, j'ai pu l'écrire. D'abord, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime la bonne littérature, j'aime bien les grands auteurs français, Chateaubriand, Victor Hugo. On a quand même un passé culturel et littéraire très important en France avec nos grands auteurs théâtre, hein. Racine, Molière, Corneille, c'est quand même des bases que nous avons en France. Edmond Rostand, bien sûr, oui, et bien d'autres. Oui. Et alors, j'aime écrire, j'aime lire, et puis j'ai eu la chance, dans ma carrière, de démarrer dans le monde politique des années 80-90, qui était quand même passionnant, parce que d'abord c'était la première alternance, en 81, après je décris la première cohabitation 86-88 qui était passionnante parce que c'était une cohabitation de combat dans lequel la droite revient en 86 et espère gagner la présidentielle en 88, mais c'est Mitterrand qui est réélu au grand désespoir d'une partie de la droite. Et moi, j'arrive dans la Nièvre, j'explique dans des conditions un peu particulières, parce que c'est pas un département dans lequel j'aurais aimé être affecté. Je pensais avoir plutôt un département de droite,
En 88, j'expliquais que j'avais rencontré Pasqua pour une affaire de terrorisme, donc je devais aller en Corse, mais j'avais refusé d'aller en Corse, et je pensais qu'en 88, j'irais au département du centre. C'est compliqué la Corse ? La Corse est très particulier. C'était particulier. J'en parlerai beaucoup plus dans l'ouvrage suivant, parce que vous avez la Corse, vous avez d'abord l'irrédentisme corse, le particularisme corse, mais ce qui fait que les choses se compliquent, à mon sens, et je développerai ça dans l'autre ouvrage, c'est que globalement, je pense que la Corse est aux mains de la mafia, des mafias, depuis maintenant 30-40 ans, et que ça complique encore le sujet, et que il faut tout faire pour que la Corse reste française, parce que on a quand même un état de droit qu'elle n'aurait pas si elle était indépendante ou détachée de la France. Et il y a la nécessité de combattre ce système mafieux qui vise à rapprocher la Corse de la Sicile ou de la Calabre. C'est le grand danger de la Corse. C'est un autre débat, ça sera un autre débat. Mais je reviens à mes années 80. Vos années Mitterrand, finalement. Mes années Mitterrand. Vous n'étiez pas mitterrandien, mais non. Vous aviez une certaine fascination et que le personnage de Mitterrand était cultivé et rusé. Oui. Rusé. Totalement rusé. Machiavélique, parce que quand on voit l'itinéraire du personnage, alors c'est une vie romanesque, complètement romanesque, parce que il y a tellement d'ouvrages qui ont été écrits sur Mitterrand, toutes les biographies qui ont été faites, notamment par François Olivier Gisbert, et puis quelques autres qui décrivent très bien le personnage. Moi, ce que j'ai apporté, c'est mon expérience, ma modeste expérience de directeur DRG pendant 4 ans quand il était président, où j'ai vu comment s'exprimait le personnage, comment il irradiait à l'extérieur, comment il avait une espèce il avait un charisme, un charisme. Il y avait une fascination réelle pour le personnage. Cela dit, comme j'explique, tous les grands personnages, ils ont leur côté positif et leur côté négatif. Il y a les grandes constructions, il y a les grands monuments, il y a la grande bibliothèque, il y a l'Arche de la Défense, il y a la pyramide du Louvre, et puis à côté, il y a les morts brutales, il y a les éliminations des amis, il y a le fait que 14 ans, c'est trop longue durée actuelle de pouvoir. Plus on s'incruste dans le pouvoir, moins on veut le quitter. L'exemple, c'est les chefs d'État africains qui ne partent jamais, qui veulent jamais partir. Actuellement, regardez, que ce soit Paul Biya au Cameroun, il est au pouvoir depuis 82. Sassou Nguesso, le président du Congo, en gros, il est au pouvoir, sauf l'intermède, Lissouba, il est au pouvoir depuis la mort de Mariam Gouabi, il est au pouvoir depuis 77. C'est énorme. Si on enlève la période Lissouba, en gros, de Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo depuis plus de 45 ans. C'est énorme. On n'imagine pas ça en France ou dans notre démocratie. Donc, le fait de faire 2 septennats, 14 ans au pouvoir, dans une période dense, et qui était encore la période de la guerre froide, on était dans les 2 blocs. Donc le pouvoir de Mitterrand était supérieur à celui qui est le pouvoir actuel du président dans un monde multipolaire, où on est dans une espèce aussi d'Europe que moi je combats, parce que c'est une mauvaise Europe dans laquelle on est actuellement. Voilà. Mais bon, on pourrait élargir notre discussion, mais il faut qu'on se recentre, je pense, sur le livre. Oui, bien sûr, justement, voilà. Les années Mitterrand, dans le livre, vous évoquez les affaires de suicide étranges. Oui. Et vous n'y croyez pas, enfin, vous avez même des éléments qui permettent de penser que... Alors, ce qui m'a aussi poussé à écrire ce livre, c'est l'enquête que j'ai pu faire sur Bérégovoy. Absolument. Et alors, j'ai quand même, si vous voulez, j'ai quand même un grand scoop dans le livre. C'est que le scoop, il est que Bérégovoy se suicide entre guillemets le 1er mai, et que 2 jours après, le 3 mai, je monte à mon bureau de conseiller du directeur de la police du Gabon, et qu'il m'appelle, il me dit il faut que tu viennes vite au bureau, il y a le patron qui veut te parler. Le patron, c'est Omar Bongo, le président du Gabon, que j'ai au bout du fil, et qui me dit avec son accent inimitable, c'est pas un suicide, c'est Mitterrand qui l'a fait tuer. Il me dit ça 2 jours après.
Donc si Omar Bongo me dit 2 jours après que Bérégovoy c'est un assassinat, il n'y a pas à remettre le moins du monde sa parole, parce que tellement il connaissait de secrets politiques de tous les hommes politiques français, parce qu'il était au pouvoir depuis 67, il est arrivé au pouvoir, c'était le général de Gaulle. Le Gabon est devenu un émirat pétrolier à partir des années 73-74. Donc ce pays qui était, c'est un pays, ça fait la moitié de la France, c'est un pays de forêt, où il y a les seules ressources à l'époque, c'était un peu le caoutchouc, mais le bois et l'uranium, s'est retrouvé tout d'un coup projeté comme 9 ou 10e producteur de pétrole. Un pays qui faisait même pas 1 million d'habitants. Donc tout d'un coup, la dynastie Bongo s'est retrouvée avec des milliards qui tombaient. Et une fois qu'on a assouvi ses goûts de luxe ou d'opulence, eh bien après, Bongo a redistribué une partie de la manne dans les caisses des hommes politiques français et de tous les partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Ça allait de l'extrême gauche au Front National, et Bongo les connaissait tous, et puis donc il avait des éléments, des confidences, des secrets qu'il avait de toute la politique française. Un pouvoir sur eux. Énorme, énorme. Il avait la main qui donne est au-dessus de la main qui voilà. Et il avait un pouvoir d'influence énorme sur la politique française. Donc quand Bongo me dit que Béré a été assassiné, il n'y a pas à remettre une seconde sa parole en doute. Moi, quand je rentre, je vois le garde du corps qui obéit aux ordres de l'État profond. Il ne faut pas lui en vouloir. Je dirais, tous les gens que j'ai rencontrés après 15 ans, quand j'ai repris l'enquête, que j'ai vu des gens terrorisés, tétanisés, qui étaient encore apeurés à l'idée de me parler, de me dire ce qu'ils savaient sur la mort de Bérégovoy, c'est parce qu'ils avaient vu le pouvoir de cet état profond, de cet état caché, qui peut éliminer un ancien Premier ministre. Il était Premier ministre 1 mois avant sa mort, et faire passer tout ça pour un suicide. Et quand j'ai repris l'enquête, parce que j'ai repris l'enquête donc à la demande de Yves Bertrand en 2001, et cette enquête, je m'en suis servi, on s'en est servi pour faire un film avec Francis Gillery, qui est un réalisateur indépendant d'enquête, et nous avons travaillé ensemble en 2008. Donc 15 ans après la mort de Bérégovoy, les gens étaient encore quelque part sous le choc de l'omerta. Ils avaient du mal à s'exprimer. Que ce soit des médecins, des pompiers, des témoins, quand on les voyait en aparté, ils disaient d'accord, et puis après ils se rétractaient, tellement ils avaient peur. Moi je pense que maintenant, plus de 30 ans après les faits, il faut analyser froidement la mort de Bérégovoy, qui est un assassinat d'État, sans le moindre doute possible. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la cellule homo qui agit ou une autre? Alors, je ne peux pas clairement dire qui sont les auteurs. J'ai des doutes, j'ai des présomptions, j'ai des nuances. Je ne peux pas tout dire dans ce livre, ni devant une caméra. Parce que tous ne sont pas morts, et tous, certains, je pense, ont des remords vis-à-vis de l'action qu'ils ont commise. Ils ont exécuté un ordre d'État qui revenait de très haut. On leur a dit, vous aurez l'impunité totale, vous ne craignez rien. Ça conduit à nous poser des questions sur le fonctionnement de notre État, parce que nous étions en 93. Mais là, quand nous voyons les morts, les suicides suspects, j'ai eu le temps d'en parler dans mon livre d'Éric Dénessé ou d'Olivier Marlex, 35 ans après, on voit que les suicides sur commande ne font pas partie de la légende ou du passé. Ça peut encore arriver de nos jours. Donc ce livre qui explique ce qui s'est passé en 93 et même avant avec Robert Boulin en 79, doit nous faire réfléchir sur des morts suspectes et violentes de gens qui dénoncent des politiques actuelles. Voilà, donc, en quoi était-il dangereux, Bérégovoy, à ce moment-là? Il était éminemment dangereux. Il était très très dangereux parce qu'il avait déclaré la guerre à la corruption dans son discours de politique générale. Et regardez, dans la succession de premiers ministres que nous avons eus récemment, et Dieu sait si nous en avons eu, récemment le Cornu, mais que ce soit Attal, Bayrou, Elisabeth Borne, Olivier Philippe, Castex,
personne, Édouard Philippe ou Jean Castex, personne ne va mettre la lutte contre la corruption comme priorité de l'action du gouvernement. Et c'est là que l'affaire Bérégovoy, quelque part, a sonné une alarme. C'est un avertissement global au Premier ministre en disant ne réabordez plus jamais ce sujet de la lutte contre la corruption parce que ce serait pour vous mortel. Donc j'explique que quand il déclare la guerre à la corruption le 8 avril 1992, il a signé son arrêt de mort et je suis un des premiers informés en recevant un journaliste du Canard enchaîné à la demande d'un proche de Mitterrand. Ce journaliste me dit « Nous préparons quelque chose pour déstabiliser Bérégovoy ». Donc moi, à l'époque, je suis donc au courant confidentiellement qu'il y aura une affaire de presse, un scandale, qu'on va lui monter une affaire. Mais pour moi, c'était pour le déstabiliser, le mettre dans l'ornière. Ben, j'étais à 100 lieues d'imaginer que ça pouvait être une élimination physique. Moi, je pensais que ça a été une campagne de presse comme il y en a eu pour des hommes politiques. On sort un scandale et puis vous êtes décrédibilisé. On le fait démissionner. On le fait démissionner. Mais pour Béré, c'était beaucoup plus grave parce que il avait été ministre des Finances 84-86 et de 88 à 92. Il était donc à Bercy le grand maître des enveloppes financières, des fonctionnements des ministères. C'est l'époque où j'explique dans mon livre où nous avons énormément de scandales. Il y a Urbain Graco, Sagesse qui mouille le Parti Socialiste, mais il y a l'affaire Elf, il y a le Crédit Lyonnais. 140 milliards qui sont subtilisés, 140 milliards qui disparaissent des caisses. Il y a des prises de participation, il y a des raids boursiers, comme je parle, le raid boursier sur Péchinet avec l'affaire Triangle. Il y a énormément d'affaires. Et puis il y a l'affaire Elf qui arrive derrière. Donc le ministre des Finances qu'il était avait des preuves, avait des éléments tangibles, et quand il dit à l'Assemblée nationale « j'ai ici une liste de noms de gens qui pourraient être impliqués dans la corruption », c'est la bronca totale dans l'hémicycle. Vous voyez les images, elles sont édifiantes, tant à gauche qu'à droite, tous ont peur, et c'est pas n'importe qui fait ces menaces, c'est l'homme qui a été 6 ans ministre des Finances. Donc il a des billes, il a des dossiers, et j'explique que le jour où il s'est suicidé, en fait, où on l'a éliminé au bord du canal de la Jonction à 10 km de Nevers, parce que ça a été bien choisi, hein, ça a été en zone gendarmerie, ça n'était pas sur Nevers, c'est sur la zone de Sermoise, donc c'est la gendarmerie qui sera compétente pour l'enquête, et la section de recherche, elle est à Bourges, à 80 km de là, et on a l'impression même que tout a été calculé pour que l'enquête soit difficile et qu'on ne puisse pas rassembler les éléments rapidement. Donc on lui met en place un guet-apens, un piège, et l'objectif c'est, comme j'explique, la nuit de sa mort, c'est qu'il y a des équipes qui vont rafler tous les documents. Chez lui, dans son domicile privé à Nevers, à la mairie, partout où il avait pu laisser les choses, on fait opération place nette. On vole tous les documents. Ce qui a été fait aussi pour Boulin. En 79, c'est la même chose. Donc on a 2 personnages publics qui ont des documents compromettants sur des partis et des hommes politiques au pouvoir et qui se sont exposés à leur propre mort parce qu'ils ont voulu dénoncer, ils ont voulu nettoyer sans doute une partie de la classe politique française, et ça leur a été fatal, complètement fatal. Et dans les 2 événements, on voit aussi une chose, c'est une succession d'événements inattendus après leur mort. Alors après la mort de Boulin, c'est l'affaire Messrine. L'affaire Messrine qui vient tout de suite occuper l'espace médiatique après l'assassinat de Boulin. Donc la stratégie, là, c'est le système Pasqua, une affaire dans l'affaire, et après une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Voilà, et pour faire oublier. Pour faire oublier la première affaire, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Et Mitterrand, donc, qui avait décidé d'éliminer Bérégovoy, est allé prendre des leçons chez Pasqua, et j'explique donc leur rencontre secrète dans la villa du docteur Raillard, parce que ça ne se passait pas à l'Élysée. À l'Élysée, c'est trop visible.
Oui. Donc les rencontres se passaient à Louvciennes, dans les villas du docteur Raillard, et c'est là que, à mon sens, il y a eu donc un pacte de corruption, des arrangements, des échanges de mauvais procédés entre Mitterrand et Pasqua, et je me trouvais à la confluence. Il n'y a que moi qui pouvais écrire ce livre. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans, j'ai dénoué des contacts avec l'entourage de Mitterrand. En allant au Gabon, chez Bongo, j'ai noué des contacts avec l'entourage de Pasqua. Donc j'avais des éléments d'un côté et de l'autre. J'avais ce qu'on me disait, ce qu'on ne me disait pas, ce qu'on me laissait sous-entendre. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des témoins importants de ces affaires. J'en parle dans mon livre. C'est Guy Simonet, le policier qui a recruté le tueur de l'affaire de Breuil et qui connaissait énormément de choses sur des secrets d'État. Et ensuite, j'ai rencontré Roger Delpé, les 2 dernières années de sa vie, qui était un des bras droits de Jacques Faucard et qui était l'ennemi intime de Giscard. Donc quand j'ai rassemblé les éléments des uns des autres, les semi-confidences des uns des autres, pour moi, tout s'est éclairé. Tout est devenu clair dans l'explication de l'affaire Bérégovoy et dans ce qui s'est passé après. Alors, il y a eu l'affaire Messrine pour faire effacer Boulin, mais pour effacer Béré, j'explique qu'il y a eu l'affaire Human Bomb. La prise d'otage avec le maire de Neuilly qui était un certain Nicolas inconnu. Voilà, qui commençait à monter. Un certain Nicolas Sarkozy. Voilà, un certain Nicolas Sarkozy qui va sauter sur cette affaire de prise d'otage dont j'explique à mon sens que. C'est une mise en scène ou c'est vraiment. Mais pour moi c'est une mise en scène. Il y a eu ce preneur d'otage qui va dans la maternelle. Alors il a aucune allure d'un terroriste, ce pauvre garçon, puisque il est masqué, il veut pas parler, il prend des enfants dans une école, tout le monde se sauve, et c'est une affaire qui aurait pu être résolue avec 3 claques, vite fait, avec quelqu'un qui arrive, qui le met de maîtrise, c'était fini, mais au contraire, on a fait monter l'affaire. On l'a fait grandir, on a fait monter en mayonnaise avec les radios, les télés en prise d'otage. Attendez, un gars tout seul qui refuse de parler, qui parle en écrivant sur un écriteau, sur une ardoise, en disant je veux 10 millions de francs, je veux une voiture, je veux un avion. Ça tenait pas la route, cette histoire. Et l'affaire, à mon sens, elle a été montée pour servir l'audience de Sarkozy, pour le faire apparaître comme un Superman. Un sauveur. Un sauveur, regardez, il va sauver les enfants dans l'école, mais si on gratte derrière, c'était pas un vrai terroriste, ce bonhomme. Eric Schmitt était un dépressif qui avait cherché du travail au Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors là, déjà, c'est quand même inquiétant. Pourquoi il prend sa petite voiture depuis Agde, où Sect, il habitait dans le midi de la France, à Agde, et il monte, et comme par hasard, il va tout de suite prendre des enfants en otage à Neuilly. Il ne va pas dans le 93, il ne va pas dans le Val-de-Marne, il va à Neuilly. Et dans l'école où sont scolarisés, pas les enfants de la grande bourgeoisie, mais les enfants des concierges portugaises de Neuilly. C'est aussi ça la réalité, c'est que il va pas dans un truc sensible, il va dans une école Charcot, et puis là tout de suite, on voit arriver Sarkozy, je vais chercher la rançon, je vais libérer les enfants. Une mise en scène. C'est ce qu'on appelle la stratégie du choc, ça permet de créer une histoire, un narratif, comme on dit aujourd'hui. Ce narratif permet, d'évacuer l'affaire Bérégovoy, c'est très utile pour nous, on l'oublie rapidement, et de nous mettre en scène le sauveur Sarkozy. Et à la suite de Human Bomb, ce qui n'a jamais été analysé, j'ai regardé quelles sont les autres affaires étonnantes que nous avons dans la suite de Bérégovoy, on a l'assassinat de René Bousquet. René Bousquet qui est, alors Béré 1er mai, Human Bomb le 13 mai, et René Bousquet c'est le 8 juin. Donc le 8 juin 93, pareil, un malade mental va tuer René Bousquet, qui était le vieil ami de Mitterrand, le banquier qui avait été directeur général de la police sous Vichy. C'est René Bousquet, c'est l'homme qui a mis en œuvre les mesures antisémites de Vichy, qui a ordonné les rafles du Veldiv, ou à attraper des juifs et les amener dans les camps, c'est René Bousquet, et qui se recycle dans la banque, et qui est directeur de la Banque d'Indochine dans les années 50, et qui va être le financeur, un des financeurs de Mitterrand,
dans sa campagne de 65, 74, 80, c'est pas n'importe qui. René Bousquet. Sur les mains. Une erreur, Mitterrand n'était pas candidat en 65. Hein, si, il était candidat en 65, 74, 80. Oui, exact. Et à chaque fois, Bousquet, eh ben, il est là, il met la main au portefeuille, il finance Mitterrand. Donc, Péan avait prévu de le rencontrer pour faire son livre Une jeunesse française. Et, pof, Bousquet est éliminé par Christian Didier, dont j'ai étudié le prêt d'itinéraire. Et je vois que vous voulez dire Péan est éliminé. Non, Péan. Oui, je finirai. Péan, il prépare son livre. Oui, c'est un grand journaliste d'investigation. Énorme. Je lui rends hommage. C'est un vrai journaliste d'investigation. Comme Jacques de Rogy, il n'y en a plus. Jacques de Rogy, c'est l'école de l'investigation. On a Brune Lalo dans un domaine. Oui, voilà. Mais quand on voit la corde de journalistes actuellement que nous avons très peu de journalistes d'investigation. Oui. Et en 93, si j'ai bien compris, donc Péan a prévu de rencontrer Bousquet. Dieu sait qu'est-ce qu'il lui aurait dit sur Mitterrand. Eh bien, il ne lui dira plus rien, puisque s'il y a Christian Didier qui arrive et qui le descend de 4 balles devant chez lui, la peine qu'il a eue, Christian Didier, a été assez légère, et il a été libéré rapidement au bout de 4 ou 5 ans. Il est reparti dans les Vosges. Et ce qui est curieux de voir, c'est que ce Christian Didier était allé à l'Élysée. Il avait pris contact à l'Élysée pour porter un dossier. Il avait un dossier confidentiel à remettre au président, à Mitterrand. Et de là, il a un itinéraire sinueux. On le retrouve que 2-3 ans après comme l'assassin de René Bousquet. Donc ça fait quand même beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup d'événements étranges quand on voit le parcours de Christian Didier. Et la dernière mort que j'ai trouvée pas banale non plus dans cette époque de cet été 93, c'est l'accident du procureur Louis Chalray, qui était le procureur de l'affaire Boulin et qui était un membre notoire du SAC. Donc je dirais que dans les échanges de procédés, Mitterrand et Pasqua ont décidé dans la foulée de Bérégovoy d'éliminer pour eux des témoins gênants qui pouvaient apporter des éléments sur leur passé. Le passé politique de Mitterrand, qui est connu ensuite, mais aussi l'avenir politique de Pasqua, parce que il faut se remettre dans l'époque des années 93, 14, 15. Pasqua est très mal avec Chirac. Il lui a quasiment pas pardonné la défaite de 88. On est dans l'époque du lancement de Balladur, mais Pasqua a l'idée d'être éventuellement candidat à l'Élysée en 2002. J'en parlerai dans mon futur livre, parce que Pasqua, avec Séguin, ils ont fait un très bon score aux européennes de 99. Il envisage d'être président, mais dans cette configuration, un gars comme Chalray, qui connaît les secrets du SAC, on sait que Chalray faisait libérer sous conditionnel des truands et s'en servait comme tueur. Donc on est vraiment dans l'état mafieux, là, dans l'état profond mafieux. Chalray libérait des gens des maisons d'arrêt dans la circonscription de Versailles, et ils venaient, on a du boulot pour vous, et ils étaient engagés comme tueurs à gages pour le SAC. C'était extrêmement grave. Nous étions dans un état mafieux. Et je vais faire un saut avec l'actualité. Quand on voit les condamnations actuelles de Sarkozy, on va en parler, oui. Nous allons en parler, mais que je vois le nombre de morts violentes autour de lui, la mort de Choukri Ghanem en 2012, le ministre du pétrole de Kadhafi, qu'on retrouve noyé en 2012 à Vienne, excusez-moi, quand on est très riche, qu'on n'est plus dans la politique, on a autre chose à faire que se suicider, hein. Sinon tout le monde se suicide. Quand on voit que Bachir Saleh, qui a été condamné 4 millions d'euros d'amende et a de la prison dans le procès des fonds libyens, il a essuyé des coups de feu en Afrique du Sud, et quand là, 2 jours avant le prononcé de jugement, on apprend la crise cardiaque de M. Takieddine à Beyrouth, ça fait quand même beaucoup de morts violentes autour de la même affaire, autour du même président. Donc Sarkozy, j'explique qu'il a démarré son parcours avec beaucoup d'argent et des morts violentes, eh bien ça continue.
Et comme j'explique, quand il y a beaucoup d'argent, il y a des accords secrets, de la corruption, des versements faits sur des comptes offshore et des retraits en liquide, et des interventions comme disculper Senoussi, quand même, qui était condamné pour l'attentat du DC-7, de l'avion du TA. On a vraiment un comportement mafieux de bout en bout. Donc, voyons à qui nous avons affaire. Je n'hésite pas à le dire, l'ancien président Sarkozy, et moi, j'ai subi cette équipe quand j'étais commissaire. C'est un vrai clan mafieux et qui réagit comme tel. Ils ne réagissent pas comme des hommes politiques honnêtes et consciencieux qui sont consacrés à l'intérêt général. Mais il faut voir qui a été le modèle de Sarkozy. Un Pasqua. Un Pasqua. Et justement, vous dites que ce Pasqua, dont Mitterrand parlait dans ces termes en disant ce diable de Monsieur Pasqua, vous dites il avait au moins le respect de la patrie, du drapeau, oui, et le sens de l'État. Oui. Ça changeait quand même de cette médiocratie, oui, de la Sarkozy qui s'est installée. Exactement. Après. Exactement. Alors, il y a le côté sombre de Pasqua, mais moi je lui accorde encore le crédit que c'était un vrai patriote et que c'était un gars qui défendait la France et les Français. Avec sa gouaille méridionale, avec son faciès de Fernandel, on l'aimait bien parce qu'il c'était un personnage unique dans la politique française, mais comme tous les personnages politiques, ils ont leur côté court et leur côté jardin. Donc le personnage était dangereux, et vous savez que tellement dangereux que même actuellement, le dernier témoin de l'affaire Boulin, Elio Darmon, qui a témoigné devant la justice et qui a aussi accordé des interviews, notamment à Radio Courtoisie, il a encore essuyé des coups de feu au mois d'août, on a tiré sur lui. Ça veut dire que même dans le sillage de Pasqua, il y a encore des gens qui continuent à le servir post-mortem, qui n'hésiteraient pas à tuer des témoins en son nom. Mais Pasqua défendait la France, je suis désolé, que ça soit vis-à-vis de Maastricht ou de l'Europe, il défendait les intérêts de notre pays. Là, nous avons une mafia politique qui ne défend plus rien que ses propres intérêts. Ils ne défendent plus la France. Je suis désolé. Ils nous ont laissés dans une Europe complètement dévoyée, et ils nous ont remis dans une OTAN qui est une institution guerrière qui travaille pour les États-Unis, alors que un Pasqua ou un Chirac ou un Philippe Séguin étaient contre le retour à l'OTAN. Et l'OTAN, Sarkozy nous y a mis complètement dedans dès qu'il a été élu président. Donc nous avons une mafia qui se remplit les poches sans vergogne et qui ne défend plus la France, alors qu'à l'époque de Pasqua, il défendait la France. Voilà la nuance. D'ailleurs, vous dites que toutes les racines du mal sont peut-être à trouver dans le bureau d'un certain Michel Charasse. Oui. J'ose dire les mots, oui. Il n'est plus de ce monde. Voilà, Charasse, décédé en 2020, il faut étudier son parcours qui est quand même très étonnant. C'était un simple attaché d'administration centrale au ministère du Budget. Donc Charasse, c'était un cadre A du ministère des Finances, mais qui était d'une grande souplesse pour tout. C'était un homme, il ne refusait rien, il acceptait tout, et c'était le mandataire financier du candidat Mitterrand. Donc quand on est mandataire financier, à l'époque où il n'y avait pas eu la loi Rocard de 91 sur le financement des partis, tout était permis. On pouvait avoir de l'argent de n'importe qui, de n'importe quel personnage, de n'importe quelle société, française ou étrangère. Et c'est là aussi qu'on voit les dérives avec ce financement libyen fait par Sarkozy. C'est qu'il a voulu travailler à l'ancienne. C'est-à-dire, comme avant, où les présidents français avaient de l'argent des présidents africains, Bongo, Sassou Nguesso ou Fouad Boigny finançaient les présidents français. Il a voulu travailler à l'ancienne.
Donc Charras, mandataire financier de Mitterrand, a une carrière assez fulgurante parce que de simple conseiller régional dans le Puy-de-Dôme, il est rapidement dans le premier cénacle de Mitterrand. Pendant 14 ans, il aura un petit appartement à l'Élysée où il pourra rencontrer des gens, faire des dîners secrets, rencontrer les uns les autres, faire aussi des menaces, parce que le personnage n'était pas toujours drôle, hein, malgré ses bretelles et ses grands volutes de cigares, c'était un personnage assez menaçant, qui avait des attitudes un peu de mafieux, puisque que ce soit des élus ou des gens du showbiz, ils ont été menacés de contrôles fiscaux, et quand c'était des dames, elles étaient priées de passer dans le lit de M. Charras, sinon elles avaient un redressement fiscal assez salé. Il y a eu des chanteuses comme Lio et quelques autres qui se sont rebellées contre les avances pressantes de M. Charras. Donc c'est un homme qui a été très très influent sous les deux septennats Mitterrand, beaucoup plus qu'on ne le pense. Moi je l'ai appris parce que quand il était secrétaire d'État ou ministre du budget de Bérégovoy, je savais que les deux s'entendaient mal, ne s'entendaient pas, et que lorsqu'il y avait des arbitrages à faire entre Béré et Charras, c'est souvent Charras qui avait le dernier mot. Il avait le soutien de Mitterrand contre Bérégovoy. Ça explique beaucoup de choses aussi sur l'histoire de la mort de Bérégovoy. Cet antagonisme, cette rivalité entre Charras et Béré. Et quand on a fait l'enquête avec Gilles Rie en 2008 sur la double mort de Pierre Bérégovoy, mais voyez la réaction de Charras. Charras dit tout de suite pourquoi vous faites une enquête, pourquoi vous faites un documentaire, pourquoi une enquête de police, il s'est suicidé, point final. Alors quand on vous dit ne creusez pas, contentez-vous de la parole officielle donnée par l'Élysée, c'est vraiment plus que suspect. On se rend compte que là, il s'est presque dévoilé comme auteur ou complice de la mort de Bérégovoy. Alors Charras, il a quand même adoubé deux personnages publics déterminants de la France. D'abord, il adoube Sarkozy en 93, puisque c'est lui qui est ministre du budget avant Sarko, et quelque part, il lui remet les clés du budget. Donc il lui explique comment ça fonctionne. Alors, leur atome crochu, le lien entre ces personnes, c'est la Corse. J'explique, c'est la corsitude. La mère de Michel Charras était corse. Il allait passer régulièrement ses vacances en Corse, dans la région de Corté. Il a noué des contacts amicaux avec Sarkozy, qui était marié avec une Corse, sa première femme est corse. Donc, ça crée des points communs, et je vous renvoie au débat parlementaire au Sénat, où vous vous rendrez compte qu'à de nombreuses occasions, de nombreuses discussions sénatoriales, Charras et Pasqua agissaient souvent de concert. Ils faisaient des propositions de loi communes, ils avaient des prises de position communes. Alors, les deux défendant l'indépendance de la France vis-à-vis de l'Europe. Je dirais, à l'époque, ils avaient un comportement qui n'était pas très déontologique, mais qui, pour moi, était positif en ce sens qu'ils défendaient la souveraineté française, tant l'un que l'autre. Mais au niveau de l'éthique, donc Charras adoube Sarkozy au budget. Il a soutenu la candidature de Sarkozy en 2007 contre celle de Ségolène Royal. On l'oublie. Il a été renvoyé du Parti socialiste, il a été exclu du PS, et en 2010, Sarkozy lui renvoie l'ascenseur en le nommant au Conseil constitutionnel. Donc en 2010, au lieu de nommer une personnalité de droite, Sarkozy nomme Charras au Conseil constitutionnel. Et Dieu sait si le Conseil constitutionnel, c'est une sinécure, vous avez un garde du corps, vous avez une voiture, vous êtes payé 15 000 € par mois, vous faites autorité dans les contentieux électoraux, législatifs et présidentiels, c'est une place importante. Et en 2017, le même Charras, il ne va pas soutenir le malheureux candidat du PS Benoît Hamon, il soutient Macron.
il soutient Emmanuel Macron. Il porte encore le soutien à l'homme des finances, à le gars qui était à Bercy, il lui apporte son soutien, et en 2020, quand il décède, Macron va aux obsèques de Charras à Puy-Guillaume. Donc nous avons là une éclair filiation d'une espèce de mafia politique moi je demande de l'aide dans cette enquête, parce que je ne peux pas tout faire. Moi, j'apporte des pistes, j'apporte des éléments, mais s'il y a des journalistes d'investigation qui veulent se pencher sur le sujet, il y a matière à faire une vraie enquête. Et je rappelle que non seulement il y a des suicides en nombre dans la police, mais depuis quelques années, il y en a au ministère des Finances. Depuis le début de l'année, nous avons eu, je crois, 5 ou 6 fonctionnaires des Finances qui se sont suicidés, et d'autres qui sont partis en dépression, un petit peu comme nous avons à une époque à France Télécom. Donc quand il y a des suicides ou des dépressions dans un ministère, un organisme d'État, ça veut dire que des fonctionnaires consciencieux, honnêtes, qui veulent travailler correctement, sont l'objet de chantage, de pression, de menaces, pour ne pas qu'ils dévoilent ce qu'on leur a demandé de faire et qu'ils se sentent mal à l'aise avec les instructions qu'ils reçoivent. Donc il y a vraiment il y a matière à enquêter dans les relations entre la politique et les finances depuis quelques mois, parce que visiblement, excusez-moi, j'ai parlé du Crédit Lyonnais d'il y a 30 ans, mais l'ampleur de la dette française, quand on nous cite 3500 milliards, si on allait gratter, on trouverait sans doute des milliards qui sont le résultat clairement de la corruption. Et dans la fin de mon livre, j'explique que la corruption en France, on l'évalue à 120 à 130 milliards d'euros. Donc imaginez depuis 2 ans, 130 milliards d'euros, ça ferait 1300 milliards, ça ferait en gros le tiers de la dette, voire la moitié de la dette. Donc si on balayait devant notre porte, si on luttait contre la corruption, les fuites en tout genre, je dirais que le pays se porterait mieux. On pourrait davantage payer les agriculteurs qui ont des retraites minables et indécentes. Des gens qui ont travaillé souvent 80 heures par semaine, leur donner 800 € par mois, c'est une honte, Alors qu'on voit parallèlement, moi je vois dans la rue des immigrés, des femmes, des hommes qui ont des enfants, ils arrivent, ils ont tout de suite l'aide médicale d'État, ils ont tout de suite des aides, etc. C'est anormal qu'on soit dans une telle distribution des gens qui n'ont rien fait en France, que parallèlement les hommes politiques couvrent des grands détournements à grande échelle, et que les gens qui ont travaillé toute leur vie ne soient pas payés au juste prix qu'ils méritent. C'est ça qu'on doit revoir complètement en France. Et la conjoncture actuelle, pour moi, je trouve qu'elle est excellente. Entre la condamnation d'un ancien président qui est noyé dans un vrai réseau mafieux, il n'y a pas une parole de soutien qu'on doit avoir vis-à-vis de Sarkozy. Pas une parole, c'est un vrai mafieux. Et ensuite, quand on voit la déliquescence de la classe politique française actuellement, de ces gouvernements qui ne tiennent plus, c'est l'occasion ou jamais de rebattre les cartes et de remettre tout à niveau en disant il faut sortir de cette Ve République qui a été dévoyée, qui a été détournée. Il faut réfléchir à qui on va donner le pouvoir, comment on va recruter nos soi-disant élites, parce que nos élites, entre guillemets actuelles, ne le sont pas, elles ont mis le pays dans l'ornière. Mais au niveau intérieur, on est dans un état comme jamais, et au niveau international, la France a perdu tout crédit. On n'a plus aucune voix, que ce soit à l'Europe, à l'OTAN, à l'extérieur, c'est terminé, parce qu'on a eu des gens qui ont confondu leurs intérêts personnels avec l'intérêt général, et qui sont totalement, ils ne sont plus crédibles. Personne ne peut les croire. Donc, la conjoncture actuelle, elle est excellente pour qu'on remette tout à plat et que les Français se réconcilient avec la politique en reprenant le pouvoir dont les élites, entre guillemets, les ont dépossédés depuis maintenant, je dirais, une 40aine d'années, parce que les dérives que j'ai décrites dans mon livre, sous Mitterrand, elles se sont aggravées avec Sarkozy et Macron. Voilà. Pour terminer, ce qui a fait basculer une partie de votre carrière professionnelle, c'est que vous avez été confronté à un quatuor qui vous a donné du fil à retordre. C'est-à-dire que ça s'est corsé à ce moment-là. Ouais. Clin d'œil, d'accord.
C'est le quatuor, oui. Sarkozy, Guéant, Gaudin, Squarcini. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé face à eux? Eh bien, moi qui étais à l'époque commissaire principal, je devais passer commissaire divisionnaire, je travaillais donc avec Bertrand sur les affaires corses et d'autres affaires de corruption. Alors j'ai eu l'ingénuité, j'en parlerai dans mon futur livre, d'aller leur livrer des éléments sur l'affaire corse. Et là, au lieu de travailler avec moi, d'essayer de travailler correctement en disant, voilà, vous avez des éléments, on va avancer, etc., loin de là, ils m'ont ostracisé, ils m'ont marginalisé, ils m'ont mis sur écoute, moi et mon informateur. Ils ont différé l'arrestation de Colonna pour l'instrumentaliser avant le référendum qui avait lieu en Corse sur le nouveau statut de la Corse, une affaire dont on ne parle plus du tout et qui pourtant est essentielle. C'est-à-dire que moi, en juillet 2002, je vais leur dire que s'ils travaillent avec mes informateurs, mes informations, mes sources, on peut avoir rapidement la reddition, l'arrestation de Colonna. Mais au lieu de faire ça, ils continuent de perpétuer le false flag, la fausse piste Colonna. Alors d'abord pour dire, ben nous on reprend l'affaire à nos comptes, et ce sera un argumentaire assez minable utilisé par Claude Guéant pour dire j'ai détourné des fonds pour travailler sur l'affaire Colonna, une fois de plus. Colonna c'était un berger ? Le berger corse qu'on accusait d'avoir tué le préfet Rignac, alors que j'expliquerai dans mon futur livre que la vérité est très différente. Ce berger corse on lui a fait endosser ce meurtre auquel pour moi il est étranger, mais permet de faire durer le suspense et de dire voilà Guéant, je prends des fonds pour la faire. Pur mensonge. Si ça avait été ça, ils m'auraient aidé. Alors, non seulement ils m'ont pas aidé, mais ils m'ont cassé complètement. Ils m'ont suspendu pendant 6 mois sans salaire pour avoir identifié des voitures dans le cadre de la recherche Colonna. C'est un scandale, un véritable scandale. Et quand je suis revenu en poste, j'avais ce quatuor mafieux, Sarkozy, Gaudin, Guéant, Squarcini, tous rattrapés par des affaires. Je voyais déjà que c'était des gens qui étaient peu recommandables, qui étaient aux têtes de ministère de l'Intérieur. Depuis, on a vu qu'ils étaient. Ils piochaient dans l'argent liquide destiné à récompenser les policiers, à rétribuer leurs informateurs, à donner de l'argent à la PJ, au RG, à la DST. Ils mettaient l'argent dans leur poche. Et je vous renvoie au jugement du 13 novembre 2015, qui est sorti le jour des attentats du 13 novembre 2015. C'est le jugement sur Guéant. Hein, les terrasses et le Bataclan. Voilà. Le 13 novembre sort ce fameux jugement sur Sarkozy. Le jugement, il fait, je crois, 150, 160 pages. Ce qui est intéressant de lire dedans, c'est le témoignage des directeurs de police qui ont été soumis à des pressions des Guéants pour dire des mensonges. Il leur demandait de mentir en disant ben voilà, je vous ai donné 30 000 euros, 40 000 pour les frais, et devant les enquêteurs ils ont dit non, c'est faux, Guéant ment. Donc quand on voit déjà que ce directeur de cabinet demandait au directeur de police de mentir, de faire des faux, qu'il volait de l'argent officiel destiné aux fonctionnaires de terrain, quand on voit Squarcini comment il a détourné tous les outils de la DCRI à son propre service, et ensuite pour le service de Bernard Arnault, parce qu'ensuite il a mis tout son réseau et sa puissance, son pouvoir d'influence au bénéfice de Bernard Arnault. Regardez aussi le jugement de Squarcini qui fait à peu près 400 pages. Quand on voit tous ces gens-là qui faisaient la pluie et le beau temps au ministère de l'Intérieur, mais la France était dans de mauvaises mains. La France était dans des mains corrompues, dans des mains négatives. Et là, moi, je m'en suis rapidement rendu compte, parce que tous les gens qui essayaient de travailler honnêtement, qu'ils soient chiraciens ou qu'ils soient de gauche, ou même qu'ils soient de droite, mais qui voulaient travailler avec une certaine éthique,
C'est la déontologie qui est importante pour les policiers, pour les magistrats. C'est la déontologie. Quand je voyais que ces gens qui voulaient travailler à une certaine éthique, ils étaient persécutés, maltraités, ils n'avaient pas d'avancement, on les mettait au rencard, que ce soit des commissaires, des magistrats, des sous-préfets, des préfets, je me suis rendu compte que l'État, le ministère de l'Intérieur, était noyauté par une équipe mafieuse. Et comme je savais trop de choses et que je voulais un peu le dénoncer, ils m'ont monté un piège avec la DST, que je décris dans le début de mon livre. Patrick Battendier ? C'est l'affaire Patrick Battendier. Ils se sont servis d'un ancien gendarme qui avait monté une entreprise de police privée, d'investigation, et qui la DST a récupéré. Ils l'ont envoyé me piéger dans mon commissariat. Alors, mon immense corruption était chiffrée à 1 000 euros. 1 000 euros de dépannage, parce que ce gendarme voyait bien qu'il m'avait mis dans la merde. Il m'avait mis 6 mois sans salaire. Alors que j'avais une maison à payer, une femme qui ne travaillait pas et 3 enfants à charge. Donc, excusez-moi, moi j'aurais bien voulu voir mes amis là, si on les mettait 6 mois sans salaire, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Alors qu'ils avaient déjà... Ils auraient fait un braquage, alors qu'ils avaient déjà des salaires confortables, des frais de mission, des voitures, tout leur était payé. Eh ben non, ils piochaient encore dans la caisse. Bon. Ils m'ont tendu un piège dans lequel je suis tombé, mais je pense que n'importe qui serait tombé dans le piège. Je suis allé 3 mois en préventive, j'ai décrit mon expérience en prison, incarcération injuste pendant 3 mois, alors que le juge de liberté de la détention ne voulait pas m'y mettre. Mais j'explique comment le procureur a reçu des instructions spéciales de M. Guéant pour que j'aille en prison. Des pressions. Oui, des pressions. Alors comment ne voulez-vous pas que 20 ans après, j'explique tout ça quand je vois le retournement de situation ? Parce que moi, ils ont voulu m'éliminer complètement. Il y a juste la balle que je n'ai pas eue, mais tout le reste, je l'ai eu. D'ailleurs, précisons que vous n'êtes pas suicidaire. Et non seulement je ne suis pas suicidaire, mais je me bats pour la promotion de mon premier livre. Voilà, de mon premier livre. Ouais. Et j'ai déjà la ferme intention de publier un tome 2, voire un tome 3, pour dénoncer encore d'autres affaires de l'état profond. Dont une affaire, je ne dirai pas le nom, mais sur un artiste... Voilà. Nous avons adoré. Voilà. Et je pense que l'époque est sans doute venue de nettoyer les écuries d'Augias. L'époque est venue de rebâtir une nouvelle confiance entre les Français et leurs hommes politiques, à condition qu'on fasse le ménage. Vous dites d'ailleurs qu'à une époque, ils voulaient faire de la Corse une lessiveuse. Ah oui, absolument. Voilà, absolument. Alors justement, tout le monde a oublié ce projet de loi de statut particulier sur la Corse, qui a été rejeté par la Corse le 6 juin 2003, et j'en parlerai dans mon futur livre, parce que c'est l'objet de l'histoire Erignac et Colonna. C'est qu'on a voulu faire de la Corse une île offshore. On voulait que la Corse devienne en gros un paradis fiscal comme Jersey, comme le Delaware, comme les Bahamas. On voulait faire de la Corse un paradis fiscal. Finalement, les Corses ont dit non. 2 jours après l'arrestation de Colonna, et finalement je dirais que c'est salutaire, il y a eu un bon réflexe, alors que Sarko, jeune ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur depuis 1 an, il voulait de ce statut, avec son ami Charras, derrière, et leur ami Pasqua. Ils voulaient tous que la Corse devienne une plateforme offshore. Et les élus locaux ont refusé, et ça a été un bon réflexe, finalement. Ils auraient pu s'en servir de ce... Ils auraient pu s'en servir, mais je pense qu'il y a eu un réflexe bénéfique pour que la Corse reste dans l'état de droit français, qu'on reste dans le système judiciaire et fiscal français, parce qu'on dit, bon, allez, on peut un peu tricher, on peut détourner, etc., mais que ça ne devienne pas la règle, que ça ne devienne pas la loi générale. Et actuellement, il y a une dérive mafieuse claire en Corse, qui est assez dangereuse. Je rappelle quand même les conditions du départ du préfet Filippini de la Corse, qui est parti à peine 1 an après être nommé. Il avait certes peut-être utilisé de façon anticonformiste, il s'était joint avec un porte-voix, il était monté sur une voiture, il s'était joint aux manifestants qui manifestaient contre les dérives mafieuses en Corse. Mais il a eu un grand courage, très grand courage. Et il est parti, alors on lui a demandé où il est parti ton propre chef,
peu importe, on a vu que ce préfet qui connaissait la mafia en Corse, il n'est plus en poste. Et c'est un réflexe là aussi salutaire, que on ne peut pas accepter que la Corse dérive à la sicilienne ou à la calabraise, ou à la Calabre. Il y a un vrai danger. Et ce danger qui a été évité en 2003 par un réflexe positif des élus corses, il faut que ça continue parce que la partie n'est pas gagnée. Hein. La partie est loin d'être gagnée sur la Corse. Et Dieu sait si on sait ce que la mafia fait comme méfait, et quand même, il tue des gens sans vergogne, il tue des enfants, il torture des femmes, il torture des jeunes. On ne peut pas aller dans cette voie-là. Il faut un grand réflexe républicain pour l'état de droit, pour éviter que la Corse continue à s'enfoncer dans cette dérive mafieuse. Et si on avait laissé cette équipe-là faire ce qu'il voulait, adopter le projet de loi du 6 juin 2003, une affaire totalement oubliée, que notre président condamné Sarkozy ne veut surtout pas qu'on en parle, parce que quand on lit le projet de loi, on a compris. Oui. On a compris. Mais ces gens-là ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre. On n'a pas fini d'enquêter. On ne fait que démarrer. Ils ont encore d'autres comptes à rendre, notamment sur la Corse. Ils n'ont pas que des casseroles, ils ont une batterie de cuisine. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un lien entre la liquidation de Colonna en prison et M. Nicolas Sarkozy. Ben oui, parce que Sarkozy a toujours dit que Yvan Colonna ne sortirait pas libre de prison. Il a toujours dit que, ben bien sûr qu'il aurait pu parler, il a toujours dit que Colonna devrait mourir en prison. Je ne veux pas déflorer la suite, mais quand on voit les événements qui se sont passés, alors que Yvan Colonna allait avoir sans doute une libération conditionnelle, ou alors qu'on allait le remettre en détention en Corse, et qu'il aurait pu peut-être dire certaines choses maintenant qu'il n'était plus en prison, et quand on voit les conditions de sa mort, c'est scandaleux, c'est une exécution pure et simple. L'exécution de Colonna. Nous avons un faisceau d'indices. Oui. Et j'ai des informations qui arrivent. Heureusement, il y a des gens qui, au bout de quelques mois, quelques années, sont choqués par la suite des événements. Et il y a quand même, je dirais, mon livre permet à une certaine parole de se libérer. Permet à des gens qui étaient sous la contrainte hiérarchique, morale, disciplinaire de dire trop c'est trop. C'est là que je me rends compte aussi d'une chose, c'est que les syndicats ne jouent plus leur rôle. Les syndicats sont complètement anesthésiés par l'état profond. Ils sont achetés aussi, et les syndicats victimes de corruption, il faut aussi le dire. Et pas que les partis, les syndicats aussi. Alors, vous êtes assez outré quand vous entendez des gens dans les médias traditionnels aller défendre Nicolas Sarkozy face à sa récente condamnation, aller pleurer sur son sort, puisque finalement, Nicolas Sarkozy, entre autres affaires nombreuses, il y a l'affaire Paul Bismuth, il y a l'affaire Libye et Kadhafi avec le financement de sa compagne, il y a l'affaire... Big Malion, Erignac, il y a l'affaire Human Bomb, et il y a plein d'autres affaires. Vous dites, finalement, il s'en sort pas si mal. Il s'en sort pas si mal. Il s'en est sorti pas si mal jusqu'à présent, mais l'avenir qui s'annonce pour lui est pas brillant. Il est même très sombre, puisque outre l'affaire libyenne, maintenant il va avoir une enquête sur son intervention sur le Qatar, pour l'intervention pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Apparemment, il y aurait eu un dîner à l'Élysée en 2010, donc il était encore président, c'est à l'Élysée, avec toujours l'inévitable Claude Guéant pour les petits arrangements, dans lequel on avait promis un salaire de 80 000 euros mensuels comme consultant, je crois que c'était pour le fils de Sarkozy, telle somme donnée à droite à gauche pour tel participant, enfin bref, on a vraiment un clan mafieux, si les gens ne s'en rendent pas compte, et on a un clan mafieux. Et je veux parler de deux autres affaires. Oui. Alors, une affaire un peu mineure, c'est il aurait touché de l'argent d'un oligarque russe pour soutenir Poutine en 2018. Bon, d'accord, il y a sans doute à gratter là-dessus. Mais il y a aussi un gros scandale, c'est le Kazakhstan. Le scandale du Kazakhstan, dont on ne parle pas et qui mérite également une vraie enquête. L'attribution d'un marché d'hélicoptères au Kazakhstan qui a donné lieu à de gros pots de vin dans l'entourage de Sarkozy. Une affaire qui mérite, elle aussi, une enquête. Donc, les enquêtes, elles ne vont pas se limiter à la Libye, mais elles peuvent se multiplier à l'infini. Donc, si on commence à tirer les fils de la pelote, on va voir à quel point
l'État, sous la présidence Sarkozy, avait sombré dans un système quasi mafieux. Et il est regrettable à cet égard que la présidence Hollande a été très décevante, parce qu'après lui, on aurait été en droit d'attendre des enquêtes, on aurait été en droit d'attendre plus de transparence, qu'on éclaircisse certains dossiers, et on a l'impression que pendant 5 ans, l'État s'est mis entre parenthèses, n'a pas été très curieux sur ce quinquennat très, très riche en affaires sonnantes et trébuchantes. Mais l'apport de quinquennat Hollande, il est immense quand on voit l'affaire Cahuzac. Parce que grâce à l'affaire Cahuzac qui est sortie, nous avons le parquet national financier. Et Dieu sait si ce parquet national financier, que je salue, œuvre grandement pour la moralité publique. Et si nous n'avons pas une institution comme ça, qui aurions-nous pour chasser les mafieux qui occupent les manettes en France? C'est notre dernier pilier. Alors, j'explique que Bérégovoy avait créé le service central de lutte contre la corruption, le SCLC, qui a été quasiment dissous. Il a été détourné de son objectif dès la mort de Bérégovoy. Je parle un peu des malheurs de Bernard Chale, son premier responsable. Vous verrez qu'il voulait faire son travail, mais le clan Juppé lui a mis des bâtons dans les roues. Et que la nouvelle autorité contre la corruption qui a été créée en 2016 ne peut pas travailler correctement. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas les fonctionnaires, elle n'a pas le système informatique fait pour travailler. Finalement, cette autorité anticorruption ne travaille pas. Et à la place, c'est le parquet national financier qui travaille à sa place et qui fait franchement un travail remarquable. Et je dis bravo quand même aux juges qui ont eu le courage, l'audace de travailler sur un ancien président qui n'a cessé de les menacer. Parce qu'attendez, les menaces, elles ne sont pas qu'au tribunal, mais à travers la presse. Regardez toutes les déclarations dans toutes les télés, les médias, en disant l'innocent Sarkozy, etc. Je vois que les Français ne sont pas dupes. Et globalement, je vois que 80% des Français n'approuvent pas du tout les déclarations de Sarkozy et on veut vraiment changer. Je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin de moralité publique, de transparence et de meilleure gestion de l'argent de tous. Parce que quand on voit 130 milliards qui passent dans des poches privées, mais c'est à hurler. On n'en veut plus de ce système. Donc la déperdition actuelle de la Macronie, la lente agonie de la Macronie doit être utilisée. On doit rebondir dessus pour trouver un système politique plus sain et des nouveaux gouvernants qui rendent compte aux citoyens et qui travaillent pour l'intérêt général. Ce qu'on a oublié depuis au moins une trentaine d'années. On peut d'ailleurs inviter les spectateurs à aller regarder l'interview de ce magistrat Youssef Badr, qui a travaillé sur l'immense dossier Sarkozy avec beaucoup de sérieux et qui dit effectivement n'avoir jamais vu de telles menaces de mort autour de lui et pour lui-même. Bravo aux magistrats et aux policiers, notamment Frédéric Vidal, qui est un des rares enquêteurs. Frédéric Vidal qui enquêtait sur l'affaire des Libyens, et un flic tout seul qui se bagarre contre un système et contre l'État profond. Bien, ces gens-là méritent notre soutien, notre appui moral. On ne peut rien faire de plus, mais notre appui moral et psychologique, parce qu'ils travaillent dans un système où l'État profond est encore là, avec des réseaux qui menacent les gens qui veulent travailler. Absolument. Pour finir, finalement, la personnalité de Sarkozy, on peut l'expliquer par son enfance et son beau-père qui était un membre de la CIA. Il a été formé par Frank Wissner, je l'ai déjà expliqué, qui était le deuxième mari de Christine de Ganay, il a une histoire très compliquée, Sarkozy. Nous n'avons pas non plus parlé de son père, Paul Sarkozy, qui est décédé il y a quelques années et qui a eu un rôle trouble pendant la guerre. Parce que, attendez, il était en Hongrie, la Hongrie de l'amiral Horthy était pro-nazi. Et Sarkozy est allé se réfugier en Allemagne. Il n'a pas resté longtemps dans la Hongrie communiste. Donc, ces gens-là ont eu un rôle assez trouble pendant la guerre, c'est clair. Et c'est Wissner, l'ancien diplomate américain qui était numéro 2 de la CIA, qui a repéré Sarkozy, qui l'a formé.
Donc avec toutes les mauvaises ficettes de la CIA, c'est mensonges, détournements, dissimulation, mort suspecte, enfin bref. Est-ce qu'il y a du MK Ultra comme on peut... Il y a aussi du MK Ultra qu'on peut suspecter, mais oui, certes pour Macron, mais on peut aussi, quand je parle de Human Bomb et de l'assassin de René Bousquet, on peut suspecter ces gens-là qui sont complètement perdus, qui n'ont plus de tâches, qui n'ont plus de famille, ils sont à la rue quasiment, ils sont récupérés par un système qui va les manipuler à la MK Ultra. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans de la réalité politique. Là. Et alors bientôt Louis Sarkozy président ? On verra bien. En tout cas, il va être déjà maire de Menton, je crois. Il veut se présenter à Menton. Bah, écoutez, avec le palmarès de la famille, je pense que les électeurs devraient réfléchir. C'est un bon nom de ville, ça, Menton. Un nom politique. Oui. Pour rosser le menton, voilà, tout à fait. Gardons l'humour, oui. Ça nous sauvera. Oui, en tout cas, bravo commissaire pour cette vie hors norme. Et ce livre que vous pouvez remontrer. Voilà. Ils peuvent aller sur mon site hubertmarty.fr. Où ils verront quelques photos pour voir la crédibilité que j'ai quand j'écris ça. Je ne suis pas un enquêteur parisien qui me suis mis à faire des romans autour du coin de ma table. Tout ce que j'écris est sourcé et vérifié. Je cite des noms. Quand c'était gênant, je n'ai pas cité les noms pour pas être impliqué des gens en vie ou décédés. Donc ils iront voir les photos sur hubertmarty.fr. Et bien écoutez, si ça peut libérer la parole de certains magistrats, policiers, etc., je les invite eux aussi à se témoigner pour qu'on amène de la moralité et de la transparence dans notre vie nationale. Un grand merci, commissaire. Merci Stéphanie et à bientôt. À bientôt.